Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenions à tous vous remercier pour le très grand intérêt que vous témoignez pour ce MOOC co-organisé par la SFEN et l'INSTN. Cela montre que les sujets liés à l'économie et au développement de l'énergie nucléaire sont des sujets sur lesquels vous tenez à vous informer plus et cela se reflète notamment au travers des questions que vous posez sur le forum. Nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces nombreuses questions. Une des questions que vous posez est liée aux provisions pour le démantèlement des réacteurs nucléaires d'EDF. Ces provisions sont aujourd'hui allouées dans des fonds dédiés, qui sont donc des actifs spécifiques qui répondent à des règles comptables assez strictes et encadrées par des textes juridiques. Ces textes imposent donc des règles d'investissement pour s'assurer que ces actifs ne sont pas risqués à long terme, sont également liquides, c'est-à-dire que les fonds seront disponibles le jour où on en aura besoin. Et puis enfin, ce sont des classes d'actifs qui ne sont pas directement liées aux investissements dans les moyens de production d'EDF. Il y a trois classes à peu près d'actifs aujourd'hui dans le fonds d'EDF. Des actifs immobiliers, c'est-à-dire des bureaux, etc. Des actifs en termes d'infrastructure, par exemple dans le réseau de transport d'électricité, et puis enfin des fonds d'investissement. Au-delà de la question de la gestion des fonds dédiés, il faut également s'intéresser au montant des provisions et pour savoir si elles seront suffisantes pour couvrir ces dépenses. Alors là-dessus, il y a plusieurs éléments qui confortent l'analyse et les estimations d'EDF en termes de coûts de démantèlement. Sachant que par ailleurs, ces estimations sont également auditées par un ensemble d'autorités indépendantes telles que la Cour des comptes. La Cour des comptes elle-même a montré que ces dépenses peuvent varier entre les pays avec un ordre de grandeur entre 1 et 3. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, le parc d'EDF est très standardisé, ce qui lui permettra d'avoir des effets de série et de mutualisation qui permettront une réduction au maximum des coûts. Il y a également des expériences de démantèlement en cours qui montrent que sur la technologie à eau légère qui est celle du parc actuel d'EDF, les choses se passent mieux que sur la première génération de réacteurs qui étaient les réacteurs à graphite gaz. Et sur la technologie à eau légère, le réacteur de Chaux A est en cours de démantèlement et on observe que ce démantèlement se passe dans de bonnes conditions. Puis il y a enfin des expériences à l'international qui montrent que démanteler des réacteurs à eau légère est quelque chose de tout à fait atteignable, avec plus de 20 réacteurs qui ont aujourd'hui été totalement démantelés dans le monde pour cette technologie. Vous avez posé un certain nombre de questions sur les différents postes de coût du nucléaire, mais également les différentes méthodes qui ont été présentées. Il y a essentiellement deux méthodes. D'un côté, la méthode des coûts cash. Cette méthode correspond à la compétitivité de l'outil actuel de production, c'est-à-dire les 58 tranches nucléaires. Et l'idée est de comparer ce coût cash au prix sur les marchés européens de l'électricité pour en déduire si ce parc nucléaire est aujourd'hui compétitif. On peut également se poser une deuxième question qui est, à moyen et long terme, est-ce que les coûts du nucléaire permettent de renouveler le parc et de rester compétitif? Et pour cela, on peut regarder la méthode des coûts courants économiques qu'utilise notamment la Cour des comptes et qui estime que les coûts sont plus de l'ordre de 60 € du mégawattheure, et ce qui peut donc poser des questions compte tenu des prix sur les marchés européens de l'électricité. Alors, on va détailler tout cela. Premièrement, les coûts cash. Alors, les coûts cash, ça correspond tout simplement aux dépenses d'exploitation, aux dépenses d'investissement dans le parc existant, afin de le maintenir en fonctionnement. Dans les dépenses d'exploitation, on va retrouver les charges de personnel, on va retrouver le cycle du combustible, donc l'amont du cycle avec
l'uranium naturel, la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible, l'aval du cycle du combustible avec les activités de traitement-recyclage, et puis la constitution des fonds dédiés qui vont permettre de couvrir les coûts de gestion des déchets nucléaires. Dans les coûts cash, il y a également les investissements pour maintenir l'outil de production en fonctionnement et notamment au-delà de 40 ans avec le programme de grand carénage. Et ce programme de grand carénage va correspondre en moyenne à une augmentation du rythme actuel d'investissement d'EDF qui est de l'ordre de 4 milliards aujourd'hui et qui, pour couvrir les 50 milliards du coût du programme grand carénage, va devoir être augmenté en moyenne d'1 milliard. Donc passer de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros par an d'investissement. Vous avez donc ici ces coûts cash. Ces coûts cash sont estimés à 33 € du mégawattheure. Si on les compare au prix moyen sur les marchés d'électricité, ceux-là qui sont plutôt autour de 40 € aujourd'hui par mégawattheure, on voit que le nucléaire existant est un moyen compétitif sur les marchés qui n'a donc besoin d'aucune subvention. Si on se pose la question de la compétitivité à plus long terme du nucléaire, il faudrait plus regarder la méthode des coûts courants économiques qui combinent les coûts cash et les coûts non cash. Et on voit bien que à coût d'investissement constant, les coûts courants économiques du nucléaire sont de l'ordre de 60 € par mégawattheure. Et compte tenu des prix aujourd'hui sur les marchés d'électricité qui sont autour de 40 € par mégawattheure, cela pose des questions sur la capacité d'investir dans des investissements bas carbone à moyen long terme. Et donc, cela pose des questions sur l'organisation des marchés d'électricité et des politiques de soutien aux investissements bas carbone. Le coût du grand carénage est aujourd'hui estimé par EDF à 50 milliards d'euros sur une période qui va entre 2014 et 2025. Ces coûts correspondent donc à des investissements dans le moyen de production. Si on les répartit en termes de coûts d'investissement par an pour EDF, ça représente environ des dépenses de l'ordre de 5 milliards d'euros d'investissement par an. À cela se pose également une question sur est-ce que ce grand carénage va constituer un mur d'investissement par EDF. Pour analyser cette question, il faut comparer les investissements nécessaires dans le grand carénage aux investissements existants que peut réaliser EDF. Et si on regarde le niveau d'investissement actuel d'EDF, il est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an. Et pour faire face au programme de grand carénage, il faudra l'augmenter à environ 5 milliards d'euros par an, soit une augmentation d'1 milliard. Cela témoigne donc du fait que le grand carénage ne correspondra pas à un mur d'investissement pour EDF.